on se retrouve chez Louise avec le Radiocote et on va maintenant parler de l'image du lobbying à travers l'histoire. Pour ça, on se retrouve avec Isor du Radiocote. Hello. Avec Alexandre du Code Citoyen. Bonsoir à tous. Et enfin, je n'arrive pas à remonter et à trouver ton nom. Mais je vais le trouver, ne le dis pas. Et avec Thomas du Citoyen. Bonsoir. C'est un scandale. J'ai failli le dire à ta place. Mais ça va, je me suis rattrapée. Oui, c'est vrai. Bah écoutez, je vous écoute, je vous laisse introduire votre petite chronique. Bah du coup, toujours Isor du Radiocote, hein, on est là avec petit Thomas qui va un peu nous parler du lobbying à travers l'histoire. Donc on entend souvent parler du lobbying, mais au final, c'est quoi exactement ? Tu peux un peu nous donner une définition ? C'est simple, hein, parce que bon, lobbying, c'est pas quelque chose de facile à comprendre. Oui, je vais essayer de faire simple. Il faut réfléchir au mot en lui-même à l'origine. Et donc, lobby en anglais, ça veut dire antichambre. Et donc, les lobbies, c'était à l'origine les pièces qui étaient autour de la Chambre des communes et la Chambre des lords au Parlement de Westminster, à Londres, donc le Parlement du Royaume-Uni. Et c'était dans ces pièces que se déroulaient les rencontres entre les groupes de pression, entre guillemets, et les parlementaires. Ok, et du coup, pour moi, on a tous en tête l'image du lobbyiste avec son costard qui passe des coups de fil aux politiques. Mais est-ce que ça ressemble vraiment à ça en réalité ? À l'origine, donc, c'était plus au XVIIe siècle, donc déjà il n'y avait pas de téléphone. Donc il fallait aller sur place, parler avec les parlementaires. Et donc c'est dans ces fameux lobbies que tout se déroulait. Et c'était plus un contact directement humain, discret, informel, que vraiment des coups de téléphone. Et voilà, donc c'est pas vraiment comme on l'imagine dans les films avec des groupes de pression, c'est beaucoup plus simple, humain, voilà. C'est ça, et à la base je pense qu'il y avait aussi moins de grosses entreprises, etc., comme on peut connaître aujourd'hui peut-être. Oui, c'était une autre échelle. Donc c'était peut-être plus des privés, etc. Voilà. Donc l'image du mec en costard qui vient faire des gros coups de fil avec beaucoup d'argent, je pense que pour l'époque c'était pas encore dans le thème. Mais ils portent toujours des costards, non ? Ça dépend les lobbies. Hein. Merci Isor. Le lobby écolo n'est pas vraiment un costard. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, tu nous as parlé des origines du lobbying. Donc, si je comprends bien, ça existe depuis que les démocraties existent, en fait. C'est ça, c'est un peu difficile à situer, mais c'est l'apparition des démocraties ou semi-démocraties. Par exemple, au début de la Révolution française, même si c'est pas une vraie démocratie, c'est très bourgeois, c'est quand même des gens qui votent avec des grandes assemblées, et donc c'est plus facile d'influencer d'un grand groupe de parlementaires petit à petit qu'un roi. Le roi, c'est lui que ça regarde. Vous ne savez pas faire du lobbying sur une seule personne. Dommage, hein. J'aurais bien fait un petit check avec le roi. Et en fait, pourquoi le lobbying, il est bien vu aux États-Unis, alors qu'en France, il a une réputation beaucoup plus sombre ? C'est une grosse différence de mentalité qui explique ça. Quand les États-Unis ont été créés en 1791, ils se sont libérés du joug anglais, donc ils ont promulgué une constitution très libérale. Et le premier amendement garantit aux citoyens une liberté d'expression et un droit de rassemblement, et pour exprimer leur avis auprès de leurs représentants. Et donc, se regrouper pour faire pression sur les représentants, c'est en fait très bien vu, parce que c'est l'expression de son droit le plus fondamental qu'ils n'avaient pas quand ils étaient dominés par les Anglais. Et en Belgique, on a un peu... Qu'est-ce qu'on a un peu comme vision du lobbying ? On a une vision extrêmement française du lobbying. Parce que, on aime bien les recopier, les Français. Oui, à l'époque justement où ça s'est instauré, on était français d'ailleurs. Donc c'était au moment de la Révolution française où l'Assemblée nationale, qui est composée essentiellement de bourgeois, veut balayer toutes les règles, et notamment une loi intéressante qui s'appelle la loi Le Chapelier, qui est une des premières lois votées en France, interdit les corporations. Vous savez, les corporations, c'est ces groupements de métiers qui donnaient toutes les règles sur les choses. Ces corporations sont interdites, donc il est interdit de se regrouper en profession pour contrôler la chose. On doit faire une chose totalement libérale, un libre marché. Et donc, faire du lobbying, c'était faire ça sous le manteau, pas très visiblement, et donc ça laissait une très mauvaise image de tout ça. Dis-moi si je me trompe, mais je crois qu'aujourd'hui ça se voit encore fort dans les lois des différents pays pour la gestion des lobbies. Non, ils n'organisent pas de la même façon, je crois. Groupes de pression au niveau du gouvernement, même aujourd'hui, quoi. En France, il y a très peu de lois qui l'encadrent, et c'est surtout une interdiction, alors qu'aux États-Unis, c'est des temps de parole précis avec des rendez-vous, donc c'est très, très cadré là aussi. En plus, je pense que j'ai entendu il y a pas longtemps qu'il y avait eu un souci de lobbying, mais je sais plus avec l'État, mais je sais plus c'était quelle entreprise. J'ai un peu bugué, je sais plus. Je sais pas si vous avez. En France ? Non, il semble peut-être Europe, ouais.
Ouais, il y a eu une affaire Huawei il y a pas longtemps. Ouais, on en a parlé. C'est ça, c'est Huawei. C'est un lobbying qui est un peu dégénéré en corruption. Donc ok. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose, on va pas en parler, sinon ça va faire. Non, mais on l'a évoqué tout à l'heure dans la chronique sur la démocratie. Les auditeurs sont déjà au courant. Voilà, tout est lié en fait dans cette émission, c'est une dinguerie. C'est ça, c'est parfait. Et alors, comment ils ont évolué les lobbies depuis ? Alors c'est surtout avec la naissance de l'Europe que ça va évoluer, parce qu'au début, dans les années 58, je pense, le traité de Rome a été créé, et qui instaure notamment la Commission européenne, qui est un espèce de gouvernement au-dessus de tout le monde. Sauf que personne ne reconnaît vraiment son autorité, trouve que ça sert un peu à rien, et donc pour se donner une autorité, l'Europe va elle-même aller voir les groupes industriels et financiers pour leur demander ce qu'ils veulent et comment on va créer une Europe libérale. Et donc, c'était une nouvelle façon de voir les choses, parce qu'avant, c'était juste les lobbies vers le parlementaire, et là, c'est le parlementaire vers le lobby et inversement. C'était une toute nouvelle façon de voir les choses. Wow, ok. Comment tu dis le lobby vers le parlementaire ? C'est-à-dire qu'ils allaient dans les lobbies donc pour parler vers le parlementaire et donner leur avis. Là, c'est l'Europe qui va vers pour demander ce qu'il faut faire, en gros. Okay. C'est vraiment très nouveau. Parce que c'est hyper lié au Parlement européen aujourd'hui. C'est ça. Et par exemple, un lobby qui très tôt a participé à ça, c'est le lobby de l'agriculture, qui va par exemple demander la création d'une politique agricole commune, la PAC. Et donc c'est sur la proposition des agriculteurs et du lobby que l'Europe va créer cette institution. Ok. Et du coup, depuis qu'il y a l'Europe, les lobbies ont plus d'influence, non ? Ils ont plus d'influence, en tout cas à un niveau qui leur correspond mieux. Oui. Ok. Parce que je me dis, par exemple, si on parle de la PAC, en Belgique, les lobbies agroalimentaires ou quoi vont pas avoir beaucoup d'influence, tandis qu'au Parlement européen, c'est exactement. Pour ça qu'ils sont très connus à Bruxelles, notamment, je pense. Exactement. Et du coup, on parle beaucoup aussi des lobbies industriels et financiers, mais est-ce qu'il y a aussi en fait des lobbies citoyens, des groupes qui défendent des causes comme l'environnement ou les droits humains ? Oui, évidemment, ça a évolué avec le temps. Au début, c'était très financier, très... sur le commerce, quand les Anglais sont arrivés dans l'Europe, c'était leur préoccupation. Mais après, un élargissement de l'Europe à 15 membres, 25 plus 28, ça va donner des nouvelles préoccupations. Par exemple, l'arrivée des pays scandinaves, comme le Danemark, la Suède, ils vont amener leur vision très nature, environnement, et donc des lobbies suédois vont s'imposer pour demander des décisions plus écologiques. Et en fait, dans les films et les séries, on voit parfois en fait le lobbying comme de la corruption déguisée. Est-ce que c'est vraiment le cas ou ça arrive souvent ? Alors le lobbying en lui-même, c'est pas de la corruption, parce que les lobbies ne font que donner leur avis, expliquer les enjeux qui eux les intéressent ou ce que ça va changer. Mais donc un politicien qui est dans son bureau, il peut toujours décider d'écouter ou pas. Par exemple, je prends un politicien qui doit choisir pour la création d'un oléoduc ou quelque chose comme ça, il va avoir le lobby du pétrole d'un côté qui pousse et le lobby écolo de l'autre côté qui freine. Et donc il va devoir se faire sa décision entre les deux lobbies, mais c'est lui qui est maître de sa décision. Ah ok, Mais d'accord. est-ce que les lobbies parfois donnent pas quand même des sommes d'argent, etc. pour essayer d'acheter ça arrive. Et quand les parlementaires acceptent une somme d'argent, là c'est de la corruption. Ça c'est de la corruption. Et parce que c'est pas légal. Ça c'est totalement illégal évidemment. Ok, d'accord. Ouais. Mais même la proposition en leur disant ok on vous donne de l'argent, même proposer c'est déjà dans la corruption. Ça. Si le politicien refuse, le lobby est quand même coupable de corruption. Et ça existe, ça a existé, ça existera encore, mais ils sont souvent repérés. D'ailleurs, comme on en parlait avec Huawei, ça s'est vu, et il y a eu des sanctions qui ont été prononcées. Toujours acheter les choses quand même. Et finalement, si on veut peser face au lobby, nous, en tant que citoyens, on peut faire quoi concrètement ? Concrètement, comme je l'ai dit, le parlementaire, il est dans son bureau et c'est lui qui choisit. Donc, ce qu'il faut faire, c'est choisir le parlementaire, quelqu'un qu'on trouve qu'il a une éthique. Et ça, pour choisir, c'est très simple, il suffit de voter. Voter pour des gens en qui on a confiance, et c'est là qu'on trouve les vraies valeurs, normalement. C'est dur, hein. Ouais. Après, parfois, les gens se trompent. Moi, je sais pas en qui avoir confiance. Hein. C'est pour ça qu'il faut venir au débat du Code citoyen. On est venu, bien évidemment. C'est vrai. Écoute, merci énormément pour cet éclaircissement sur le lobbying à travers le temps. Vraiment, on a en vrai, chronique très intéressante et très enrichissante. Donc, merci beaucoup. On a appris beaucoup en la faisant aussi. C'est parfait. Trop bien. Mais écoutez, on va se laisser sur un petit air d'Italie parce que l'Italie me manque. Sans blague. Et que voilà, j'avais envie. Donc, je vous laisse sur Ballad da Nostalgia.